Donc maintenant, on va regarder le cas général. Alors, complètement général, c'est-à-dire que les alpha i, bon, il peut y avoir des multiplicités, donc on va aller de 1 à t, où t est inférieur ou égal à n. Ce sont les racines distinctes, on pique juste les racines distinctes, on suppose qu'elles sont de 1 à t, et de multiplicité mi. On va maintenant décomposer l'ensemble des entiers de 1 à t en grand I, qui vont correspondre aux réels, les alpha i réels, grand J, qui va correspondre... Alors maintenant, ce qui nous reste, c'est les non réels, et on peut le subdiviser en J et J étoile. Donc je vais appeler petit j dans grand J, et je vais avoir son correspondant J étoile dans grand J étoile, et je peux décomposer comme ça, de sorte à ce que alpha J étoile soit exactement le conjugué de alpha J, et ils ont bien sûr même multiplicité. Voilà comment on décompose 1 à t, bon, c'est assez clair. Donc quand on va décomposer R, ça va être la somme de k égale 1 à t par définition de mk, et l'évaluation en alpha k du polynôme R au carré. Bon, le problème maintenant, c'est que E est un espace vectoriel réel et que ça, c'est pas des formes sur R. Donc il va falloir transformer ça en des formes sur R. Le problème n'est évidemment pas lorsque K est dans I, mais plutôt quand K est dans J ou J étoile. Alors, à chaque fois qu'on a J dans grand J, on va poser phi J, la forme évaluation en alpha J, plus l'évaluation en J étoile, divisé par 2. Ben oui, du coup, quand on va regarder ça sur R, quand on va l'évaluer sur R, eh bien on va avoir R de alpha J plus R de alpha J bar, d'accord, d'après ça, sur 2, donc c'est la partie réelle. Donc ça c'est bien une forme linéaire, a priori sur C, mais ça a valeur dans R, parce que c'est bar invariant. Et de la même manière, on construit phi J étoile égale à l'évaluation en alpha J moins l'évaluation en alpha J étoile, mais cette fois-ci, il faut diviser par 2i, hein, parce que pour avoir quelque chose de réel, bien sûr. Alors maintenant, on va regarder cette somme de carrés. Pourquoi cette somme de carrés? Parce qu'elle apparaît là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Parce que mj étoile est égal à mj. Donc on peut mettre en facteur le mk correspondant. Et on regarde cette somme de carrés. Alors, F alpha j, bah, c'est la somme de sa partie réelle qui est ici, plus sa partie imaginaire qui est ici. Et F alpha j étoile, c'est aussi la somme de sa partie réelle qui est là, et de sa partie imaginaire qui est l'opposé de ça. Donc on a moins i phi j étoile. Donc on a cette somme de carrés. Quand on développe cette somme de carrés, il va rester 2 phi j carré. Les doubles produits s'éliminent, et à cause du i, on va avoir un moins, quand on va mettre au carré, et moins 2 phi j carré. D'accord, phi j étoile au carré. Alors attention, hein, qu'est-ce que c'est phi au carré? C'est des formes linéaires, c'est des fonctions, hein, donc on a le droit de les mettre au carré. Hein. On est en train de regarder ça comme des fonctions, hein, donc, sur lesquelles que l'on peut mettre au carré. Donc, maintenant, ben, pour l'homogénéité des notations, je vais noter phi i égale à l'évaluation de alpha i quand i est en grand I, donc quand alpha i est réel. Donc ça fait que RR, c'est la somme des mi phi i R au carré, d'après ça, plus, maintenant quand on fait du regroupement entre les J et les J étoiles, et en utilisant cette formule, on va avoir 2 sommes de mj phi j R au carré, moins 2 sommes de mj phi j R au carré. Alors, il est facile de voir, bon, bien sûr, que les F alpha K, comme les alpha K sont distincts, eh bien, ça forme une famille libre. Là, ici, bah, les phi J et phi J étoile, ici, ça forme une famille libre, parce qu'on fait une combinaison inversible. Hein, on peut retrouver F alpha J et F alpha J étoile à partir des phi J et phi J étoile. Voilà, donc la famille phi i est libre, d'accord, est encore libre, attention, c'est pas une base, il n'y a que t éléments. Et comme on a décomposé la forme quadratique
en somme, en combinaison linéaire de carrés de forme linéaire indépendante, eh bien on a tout de suite la signature. Donc les positifs, ça va être cardinal de grand I plus cardinal de grand J, et les négatifs, ça va être cardinal de J étoile, mais ça c'est cardinal de grand J aussi. Voilà. Entre autres, le rang, évidemment, ça va être la somme des deux, donc ça va être le cardinal de ça, c'est-à-dire T. Encore une fois, hein, évidemment. Voilà, maintenant on va passer à une petite conclusion. Donc la conclusion, c'est qu'on part de cette matrice H, constituée de choses qu'on sait calculer d'après les relations de Newton, hein, à partir des coefficients de P. Voilà. Et on effectue un algorithme de Gauss hein, pour garder la signature de H. Maintenant, cette signature, que j'appelle PQ, eh ben, elle est de la forme cardinal de I plus cardinal de J, virgule cardinal de J, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce qui fait que P plus Q, ben, ça va être le rang, d'accord ? Et ça, on a vu que le rang, c'est le nombre de racines distinctes de P, hein, puisque c'est le nombre de racines réelles plus le nombre de racines non réelles. Hein. Et P moins Q, eh bien là, en faisant P moins Q, on élimine le cardinal de J, donc c'est exactement le cardinal de I, et donc c'est le nombre de racines distinctes, hein, toujours distinctes, réelles. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un renseignement qu'on a à partir de la forme quadratique, et c'est ça qui est joli. Alors il faut savoir faire un exemple en degré 2, AX2 plus BX plus C avec A, BC réel et A différent de 0, donc le polynôme réel c'est P. Eh bien, S0, ben, ça va être 1 plus 1, donc c'est la somme des puissances 0 des racines, donc ça fait 2. S1, c'est alpha 1 plus alpha 2, c'est moins B sur A, c'est bien connu. S2, c'est alpha 1 carré plus alpha 2 carré. Donc voilà, là on a une vraie relation de Newton. Ça, c'est des choses qui se généralisent très bien. Ça se complique, hein, mais bon, ça se généralise au moins. Et ici, vous voyez que vous allez avoir moins B sur A le tout carré, moins 2 fois C sur A. Donc ici, ça fait B2 moins 2C sur A2. Donc la matrice H, ici, ça va être égal 2. Ici, on va mettre S1, et ici, on met S2. Donc voilà la matrice H. Alors maintenant, pour obtenir sa signature, plutôt qu'utiliser la méthode de Gauss, on va utiliser le critère de Sylvester, c'est-à-dire par les mineurs. On regarde les mineurs principaux. Donc le premier mineur, c'est 2, et le deuxième mineur, c'est le déterminant ici. Et on trouve, il y a élimination du 2B2 moins B2, et ça fait B2 moins 4AC, évidemment, sur A2. Voilà. Donc ce qui fait qu'on retrouve des résultats bien connus, puisque si B2 moins 4AC est strictement positif, le critère de Sylvester dit que la matrice H est définie positive, donc de signature de 0. Si le discriminant est négatif, donc ça c'est négatif, donc on a un positif, un négatif, donc ici ça fait 1, 1. Et si c'est nul, alors on a une matrice de rang 1, mais avec au moins ici un truc positif, donc la signature c'est 1, 0. Voilà, donc ici on retrouve des choses quand même bien connues sur le nombre de racines réelles et non réelles, et le nombre de racines distinctes en fonction ici du discriminant finalement de P. Alors on pourrait se demander aussi, et ça c'est pas inintéressant, si le déterminant de H, alors on va supposer que le polynôme est unitaire, si le déterminant de H n'est pas toujours le discriminant de P. Ça c'est intéressant, et avec un peu de géométrie algébrique, on peut voir que oui, parce que alors ça c'est des choses que vous n'êtes pas censé savoir, mais regardez, le discriminant c'est un polynôme irréductible. Attention, quand on est en caractéristique différente de 2, c'est un polynôme irréductible on va prendre en B et C ici, et en général c'est un polynôme irréductible dans les coefficients de P. Hein. J'ai supposé, donc c'est bien un polynôme parce qu'ici j'ai supposé que c'était unitaire.
Alors attention, caractéristique différente de 2, irréductible, vous voyez que c'est plus irréductible en caractéristique 2 ici. Et vous voyez par exemple ici que c'est irréductible parce que c'est C Eisenstein. Hein, c'est assez facile à voir. Et d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, si on a deux racines égales, alors le rang devient strictement plus petit que n, et donc le déterminant est nul. Donc ça veut dire que dès que ce polynôme, dès que le discriminant, hein, ici, s'annule, eh bien le déterminant, ici, s'annule. Alors, l'irréductibilité, plus certains théorèmes de type Null-Stensatz, vont nous dire que le discriminant divise le déterminant ici. Et puis ensuite, c'est le degré qui va nous dire qu'on va bien avoir égalité, c'est-à-dire le degré va être n facteur de n-1 en général. Voilà, bon, c'est des petites choses que vous pouvez regarder sur un coin de table, mais bon, là c'est la partie complètement hors programme, et il est temps de s'arrêter là, sinon ça va dégénérer.